Cela a été long à venir, mais le premier lot de semi-remorques électriques de Tesla a maintenant été expédié à Frito-Lay en Californie. Le semi a été le projet le plus patiemment attendu par Tesla, avec 3 ans de retard, et le secteur a beaucoup progressé depuis. Quelques autres semi-remorques électriques à batterie de différents fabricants sont actuellement en circulation, mais aucun d'entre eux ne peut se comparer au semi-Tesla. Comment Tesla a-t-il réussi à pénétrer ce nouveau marché et à prendre rapidement la tête du marché avec un modèle de voiture vieux de 6 ans, et cela avant même d'avoir effectué sa première livraison? Parlons aujourd'hui des qualités uniques du semi-Tesla. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla. C'est parti. La construction du semi-Tesla est une merveille d'ingénierie. Je suis conscient qu'il ressemble à un semi-remorque standard à bien des égards. Les variations sont infimes, cependant, elles procurent à Tesla un avantage substantiel sur ses rivaux. Si je pense que Tesla a publié son prototype aussitôt, bien avant sa capacité de production réelle, c'était pour revendiquer la propriété de ce modèle spécifique et de s'imposer comme l'original et non comme le copieur. Le meilleur des deux mondes du langage de conception des poids lourds américains et européens est effectivement combiné en un seul véhicule par Tesla avec un semi-remorque. Ils utilisent ensuite tous les avantages fournis par l'électrification de la plateforme pour créer le semi-remorque idéal. Nous devons d'abord reconnaître la valeur des techniques de construction traditionnelles de nos gros camions actuels. Nous en connaissons les principes fondamentaux. Du côté américain, nous avons le camion de transport au long nez, qui place le puissant moteur diesel devant le conducteur et permet une cabine spacieuse avec un espace derrière le conducteur qu'il utilise comme espace de vie. La longueur de l'empattement d'un véhicule dans cette configuration est d'au moins 6 mètres. Du côté européen et asiatique, les poids lourds à l'avant presque plats sont devenus populaires. Pour ce faire, le moteur est positionné sous le conducteur. Cependant, cela permet au conducteur d'avoir un champ de vision considérablement plus large et sans entrave à l'avant, au prix d'une conduite probablement plus rude et d'un intérieur plus confiné. L'arrière de la cabine d'un camion européen ne comporte normalement aucun espace habitable. En d'autres termes, ils ne pratiquent pas la conduite sur de longues distances comme peuvent le faire les camionneurs aux États-Unis. En outre, le design à face plate a été créé principalement pour se conformer aux exigences légales et réglementées en Europe. Ces véhicules ont généralement un empattement de 3 mètres ou moins et sont nettement plus courts. Et il y a 2 justifications à cela. Tout d'abord, les routes européennes sont souvent beaucoup plus petites que les routes américaines et les voitures doivent donc être capables de prendre des virages plus serrés. Deuxièmement, un camion de transport européen et sa remorque ne peuvent pas dépasser 18 mètres de l'avant à l'arrière. Afin d'optimiser la capacité de la remorque, il faut une cabine courte. Pour en revenir à la Tesla, le fait que la partie avant soit pointue plutôt que plate lui donne un aspect général plus proche d'un pick-up américain. Mais comme elle n'a pas de moteur diesel, le siège du conducteur se trouve maintenant juste devant, comme dans un camion européen. Et en plaçant le conducteur exactement au milieu de la voiture, Tesla a encore amélioré sa vue et son champ de vision. De plus, l'intérieur de l'habitacle est plus spacieux lorsque le conducteur est poussé vers l'avant, vers le nez de la voiture. Il n'y a pas d'aménagement officiel pour les couchettes à l'arrière du véhicule. Néanmoins, il semble que le conducteur disposera d'un bon espace à utiliser à l'arrière. En tout cas, le conducteur ne se sentira pas à l'étroit. Bien que Tesla n'ait pas précisé la longueur réelle de l'empattement du semi-remorque, des estimations informées la situent à environ 4 mètres. Cela signifie que Tesla a réussi à condenser tout l'espace intérieur et le confort requis pour les longs trajets américains dans un espace au sol à peine plus grand que celui d'un petit camion européen. L'empattement du Ford F-150 XLT est d'environ 3,6 mètres. Par conséquent, le semi-Tesla devrait avoir une maniabilité très similaire à celle d'un pick-up ordinaire. Bien que je doute que l'affirmation d'Elon Musk selon laquelle elle se manie comme une voiture de sport soit exacte, une voiture de cette taille devrait se manier remarquablement bien. Tous ces choix de conception faits par Tesla sont possibles parce qu'il s'agit d'un camion électrique. Il capitalise sur l'espace gagné en retirant le moteur diesel, ce qui serait parfaitement logique, mais apparemment pas pour le reste de l'industrie du camionnage électrique. Si l'on considère la concurrence qui se dresse contre le semi-Tesla au cours des 2 dernières années, nous avons quelques acteurs clés. Il y a le Freightliner e-Cascadia du groupe Daimler, le Volvo FH électrique et le Nikola TRE. Comme le semi-Tesla, chacun de ces camions de classe 8 est alimenté par une batterie. Il est fascinant de constater que tous ces rivaux choisissent de construire leur véhicule pour ressembler à tout point aux camions diesel
modèle Legacy. Alors que le Volvo et le Nikola ont une cabine européenne à face plate, le Freightliner a une cabine américaine à long nez. Alors que Tesla a conçu un camion électrique en partant de zéro pour qu'il soit le meilleur design possible en utilisant les premiers principes, tous les autres ont simplement modifié un véhicule déjà conçu en y ajoutant des composants électriques et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le e-Cascadia est annoncé comme ayant une autonomie de 370 km, le Volvo FH électrique à 300 km et le Nikola TRE, le concurrent le plus proche, avec une très respectable autonomie de 530 km. Mais aucun d'entre eux n'arrive à la cheville du Tesla, dont Elon Musk a promis qu'il offrait une autonomie de 805 km avec chargement sur terrain plat. La technologie des batteries et de la transmission sera en partie responsable de cet écart. Cependant, il dépend aussi en grande partie de l'aérodynamisme, surtout avec un énorme camion. Et encore une fois, Tesla a un avantage significatif dans ce domaine grâce à sa conception de premier principe. Ainsi, le semi-remorque américain au long nez coupe mieux l'air que ses concurrents. Les conceptions modernes atteignent un coefficient de traînée d'environ 0,5. En revanche, le camion européen à face plate possède naturellement un aérodynamisme de type parpaing avec un coefficient de traînée maximal de 0,9. Tesla affirme que le semi-Tesla a un coefficient de traînée de seulement 0,36, ce qui est un chiffre très bas pour un véhicule de cette taille. Et avec ce coefficient, il est comparable à celui d'un véhicule de sport typique. La Tesla Model S et la Lucid Air ont des coefficients de traînée qui sont maintenant inférieurs à 0,2, ce qui en fait les voitures les plus aérodynamiques disponibles sur le marché. Mais pourquoi Tesla est-elle la seule entreprise à utiliser sa plateforme de camion électrique à son plein potentiel ? Je n'ai pas de réponse à cela. Cette question semble avoir peu de logique. Cependant, cela explique pourquoi Tesla a consacré tant de temps et d'argent au développement de son propre semi. Parce que bien exécuter quelque chose est essentiel à sa valeur. Et parfois, il faut simplement faire les choses soi-même si l'on veut qu'elles soient bien faites. Accélérer le passage à une énergie durable est l'objectif principal de Tesla. Le camionnage lourd est un élément important de ce changement. Mais tant qu'il y aura autant de mauvaises conceptions sur le marché, cela ne se fera jamais correctement. De toute évidence, la batterie, l'architecture électrique et le groupe motopropulseur jouent un rôle important dans les performances de la Tesla. Et pour autant que nous le sachions, la méthode utilisée par Tesla pour alimenter son semi-remorque n'est pas si différente de celle qu'elle emploie pour ses véhicules grand public. La récente confirmation par Elon Musk que le semi-remorque n'utilise pas la dernière cellule de batterie 4680 indique qu'il utilise probablement la cellule Panasonic 2170 fabriquée à Giga Nevada. Et c'est vraiment judicieux. La cellule 4680 a beaucoup de potentiel pour devenir une cellule de batterie très performante, mais au vu des modèles vendus par Tesla depuis le début de l'année, nous savons qu'elle n'en est pas encore là. Sandy Munro et ses collègues auraient démonté un modèle Y flambant neuf de Giga Texas et en auraient retiré les cellules 4680 afin de récolter des fonds pour une œuvre de charité. L'une de ces cellules a été achetée par la chaîne YouTube Limiting Factor, qui l'a ensuite envoyée pour un examen approfondi. Il a découvert que la densité énergétique volumétrique de la cellule 4680, c'est-à-dire la quantité d'énergie stockée en watts-heure par kilogramme de poids de batterie, est en fait inférieure à celle de la cellule 2170. Par kilogramme de poids, le 4680 a une capacité énergétique de 244 watts-heure. La cellule Panasonic 2170 a une capacité de 269 watts-heure. Par conséquent, la cellule 2170 est une meilleure option que la 4680 dans sa configuration actuelle pour faire tenir le plus de stockage d'énergie possible dans un espace donné, comme le dessous de caisse d'un semi-remorque. La cellule 2170 est actuellement beaucoup plus accessible en grand nombre que la 4680. De plus, comme le montre la taille du semi-remorque Tesla, il est possible d'y placer un nombre considérable de batteries, au moins 10 fois plus que ce que peut contenir une voiture Tesla. Il est également possible que Tesla utilise toujours ses anciennes cellules de batterie 18650 pour le semi. Ces batteries, qui équipent également les modèles S et modèles X, ont la plus grande densité de watts-heure de toutes les cellules Tesla actuellement en service, soit environ 280 watts-heure par kilogramme. Pour cette
raison. Même après la mise à jour des modèles S et X en 2021 et l'installation du groupe motopropulseur Plaid à 3 moteurs, Tesla ne pourra pas se passer de cette cellule. Pour leur taille, ces petites batteries fournissent le plus de puissance et d'énergie. De plus, elles sont incroyablement simples à maintenir au frais. L'un des principaux avantages du modèle S Plaid est qu'il peut fonctionner à pleine puissance pendant de longues périodes sans que le bloc de batterie ne brûle ou qu'il soit nécessaire de procéder à un quelconque étranglement thermique. Ces batteries ont également un temps de charge très rapide. Avec un superchargeur V3 de 250 kW d'électricité, la Model S Plaid peut recharger son bloc de batterie de 100 kWh de 10% à 80% en moins de 25 minutes. Encore une fois, nous ne le savons pas pour l'instant, mais il y a lieu de penser que, du moins pour le moment, la cellule de batterie 18650 pourrait être la meilleure option pour la semi-Tesla. En parlant de temps de charge, il y a un autre avantage significatif que Tesla a dans sa manche. Non seulement son semi-remorque peut aller plus loin avec une seule charge, mais il peut aussi récupérer son énergie beaucoup plus rapidement. Ainsi, le Cascadia, qui a une autonomie de 370 km, peut se recharger à 80% en 90 minutes. C'est respectable. Ce n'est pas aussi fantastique que le Volvo FH électrique qui affirme qu'il lui faut 2,5 heures pour se recharger complètement et retrouver son autonomie de 300 km. Le Nikola TRE affirme qu'il faut 160 minutes pour couvrir 80% de son autonomie de 530 km. Quant au semi-Tesla, il revendique une autonomie de 805 km et peut être rechargé à 70% en 30 minutes. Ainsi, en moins d'un cinquième du temps qu'il faut à la batterie Nikola pour se charger à 80%, nous pouvons obtenir presque la même quantité d'énergie. Cela est dû principalement au fait que des véhicules comme le Nikola utilisent le connecteur de charge CCS commun, qui est également utilisé pour la majorité des véhicules électriques dans le monde. Cette norme de charge peut envoyer jusqu'à 500 kW de puissance, ce qui est plus que suffisant pour une voiture de tourisme ordinaire. Toutefois, elle est insuffisante pour une utilisation importante des véhicules commerciaux. Pour cette raison, Tesla doit fabriquer sa propre station méga-chargeur de grande capacité, qui est une version plus puissante de son superchargeur actuel. Tesla est le seul producteur de véhicules électriques qui crée sa propre méthode de chargement. Il le fait aussi depuis des années. Récemment, le réseau de superchargeurs a fêté ses 10 ans. Ils étaient donc déjà dans une position idéale pour créer une station de charge unique qui leur permettrait d'extraire le maximum de performance possible de leur semi-remorque électrique. L'essentiel de ce que nous avons dit, c'est que Tesla a créé son camion semi-remorque parce qu'elle était la seule entreprise en activité à l'époque qui pouvait réellement construire ce véhicule de manière efficace ou le faire fonctionner au niveau nécessaire pour commencer à faire passer les poids lourds du diesel à l'électricité. Et c'est là le principal objectif de l'entreprise selon Tesla. Selon vous, qu'est-ce que le Tesla Semi atteindra ? Un tournant révolutionnaire dans la conception des véhicules ou simplement un échec historiquement décevant? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.